des Gilets jaunes. Gilets jaunes qui souvent d'ailleurs dénoncent la condescendance des journalistes. Alors tombe-t-on dans la dictature de l'immédiateté, la course à l'audience ou pas? On en parle tout de suite. Vous êtes tous les 4 journalistes, un mensuel, un hebdo, une radio, un quotidien. On va profiter de cette diversité. Mathieu Aron, première question. Dans ce type de conflit, la parole est donnée davantage aux mécontents, à ceux qui manifestent qu'à ceux qui sont restés chez eux. C'est forcément déséquilibré? Je crois pas. Non, honnêtement, je pense pas. Alors, je ne sais pas d'où vient la critique, parce que la critique, elle vient de partout en réalité. Parce que de toute façon, tout le monde se plaint des journalistes. Soit les journalistes en font trop, soit ils n'en font pas assez. C'est un débat récurrent. En plus, là, il y a quelque chose d'un petit peu particulier, c'est qu'on sait qu'il y a des journalistes qui ont été pris à partie, parfois très violemment, par des gilets jaunes, ce qui n'est quand même pas le cas à chaque fois, Dieu merci. Tous les ce qui s'est déjà produit dans d'autres manifestations. Bien sûr, pas ça s'est déjà produit, mais quand on voit des équipes de télévision qui sont obligées d'aller en reportage avec des gardes du corps, on peut quand même se dire qu'on a atteint un niveau de violence. Et puis alors moi, ça m'énerve beaucoup, ces critiques contre les journalistes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce soit les Gilets jaunes ou d'autres mouvements sociaux, je ne le suis plus jeune reporter depuis très longtemps. Mais je l'ai été. Je sais ce que ça veut dire quand on a 25-30 ans, d'aller passer 10, 11, 12, 15, 16, 18 heures en étant payé globalement aujourd'hui des salaires qui ne sont pas des salaires de misère, mais qui sont des salaires très moyens, de Français moyens, donc des gens qui vont faire leur job tout simplement, et qui font un nombre d'heures considérable. Et voilà, ils rendent compte de ce mouvement, point à la ligne, alors, c'est tout. Pour parler de la radio, Jean-Mathieu Pernin, ou de la télévision, mais disons de l'audiovisuel, on a vu des journalistes sur les barrages qui, par exemple, tendent leur micro. Il n'y a généralement pas de question de relance. C'est un tel qui n'est pas content, l'autre pareil. Par exemple, des coups de klaxon, donc ça montre le soutien des automobilistes qui passent. On ne se pose pas la question de savoir si les coups de klaxon ont été faits aussi pour passer le barrage sans trop de problèmes. Est-ce que c'est un peu le reproche qu'on peut faire? C'est ce côté porte-voix, mais pas beaucoup de recul. Alors, en effet, vous pouvez avoir raison, notamment sur les chaînes d'information continue. On ne va pas faire leur procès. Non, mais vous pouvez avoir raison pour ça. Le seul problème, c'est qu'en fait, le journaliste, là, lui, il est là pour relater ce qui se passe. Et vous avez vu, comme moi, comme nous, que finalement, aujourd'hui, les premières analyses sur les Gilets jaunes arrivent seulement maintenant. Parce qu'en fait, on ne l'a pas véritablement compris et on ne sait toujours pas ce mouvement. Il est protéiforme. C'est un autre reproche qu'on peut nous faire collectivement si vous ne l'avez pas vu venir. Voilà, exactement, il est protéiforme. Les politiques ne l'ont pas vu, mais les journalistes pas non plus. Voilà, il est totalement protéiforme, donc forcément c'est très compliqué d'analyser quand vous êtes sur le terrain à chaud parce que quelqu'un va vous parler de la taxe carbone, après on va vous parler de la taxe foncière, un autre va vous parler du plan, n'importe quoi, du plan cancer, un autre va vous dire « Ah bah moi il n'y a plus de service public chez moi ». Donc il y a un moment, le journaliste il n'est pas là pour analyser la parole de celui qui l'interviewe, il est là au départ pour relater ce qui se passe. Et ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est qu'il y a un mouvement de grogne, et qui est soutenu surtout par les Français, on le voit, ils sont peu nombreux sur les barrages, puisque aujourd'hui on parle de 4000 personnes. Christophe Castaner a dit, ce matin c'était 7000. 7000 personnes, mais 82% des Français pourraient, selon les sondages, les soutiendraient. Donc c'est ça qui est intéressant derrière à savoir. On va parler effectivement du soutien massif, mais déjà sur le côté immédiateté, Rachel Binas, d'accord avec ce que disaient Jean-Mathieu et Mathieu? Pas totalement. Je crois que déjà qu'il y a une distinction à faire entre les journalistes presse et les journalistes télévisés. Aujourd'hui, la grogne qu'on peut voir, et qu'on soit clair ici, je crois que les violences, elles sont forcément condamnables, quoi qu'on pense du travail et de la qualité du travail journalistique. Aujourd'hui, cette colère, elle est dirigée à l'égard de certains journalistes qui sont les journalistes télévisés. En presse écrite, honnêtement, moi je n'ai vu aucun problème, j'ai été sur place, j'ai eu aucun souci et mes confrères me rapportent grosso modo la même ambiance pour eux. Maintenant, il y a un petit problème en effet au niveau des journalistes télévisés qui ont peut-être trop tendance, c'est pas les seuls, mais non pas à relater les faits, mais à se rendre sur le terrain pour conforter les idées qu'ils ont déjà au bureau. Et c'est un petit peu le problème que leur reprochent aujourd'hui les Gilets jaunes. C'est ce manque de rigueur, ce manque de professionnalisme. Certes, il y a l'instantanéité, ça beaucoup en sont tributaires, mais il y a aussi à avoir une certaine forme de déontologie et à ne pas rendre... Je ne comprends pas trop en fait, ce que vous dites, parce que c'est-à-dire, c'est quoi l'idée en fait, qu'ils ont à la base, ces journalistes, chez eux, dans leur rédaction par rapport aux Gilets jaunes ? Par exemple, quand on voit le traitement médiatique
médiatique de BFM Télé, il y avait... Ce matin, ils étaient carrément dans un bivouac. Je vais terminer. Ouais. Quand on voit le traitement médiatique de BFM Télé, par exemple, samedi dernier, sur les champs, qui nous présentait quelque chose d'absolument apocalyptique, je ne sais pas si vous y étiez, mais honnêtement, ce n'était pas du tout ce qui se passait sur le terrain. Donc, la grogne... C'était pas le Club Med, mais ça s'appelle... C'est pas un mouvement, en effet, hygiéniste. C'est pas l'entrée, qu'on soit clair. Une manifestation, c'est pas l'entrée du Queens ou du VIP. Il n'y a pas une sélection à l'entrée sur la tenue. Donc, en effet, c'est un mouvement de grogne. Ça entraîne certains débordements qui sont condamnables, on peut le dire. Mais il ne faut pas non plus que les journalistes pensent qu'ils sont exempts de toute critique et de tout reproche. Parti pris des journalistes, comme le soutient Rachel Binas, Marc Landré. Moi, quand je regarde les chaînes d'information continue et qu'effectivement on tend le micro aux gens pour dire toi tu penses quoi, pourquoi tu es là, l'un veut la suppression du Sénat, l'autre la réouverture de la maternité qui est fermée il y a 15 ans, l'autre trouve qu'il paye trop d'impôts. Enfin, je veux dire, c'est effectivement protéiforme et franchement les journalistes ils n'ont pas d'avis préconçu, ils tendent le micro et ils contredisent pas. Donc vous les avez vus les images samedi dernier? Mais non, je ne parle pas de samedi dernier. Je veux dire, samedi dernier, il y a ce qui s'est passé samedi dernier, qui était un saccage des Champs-Élysées, et après, il y a une grogne populaire qui vient de la base, qui vient du terrain, qui vient de province, pas de Paris, qui vient de province parce qu'il y a des tonnes de problèmes qui ressurgissent, 40 ans de problèmes qui ressurgissent par rapport à un exécutif. Il faut se rappeler à la base quand même que c'était contre l'augmentation des taxes sur l'essence qui sont intervenues au 1er janvier dernier et qui doivent réintervenir le 1er janvier prochain. On n'en parle plus. Aujourd'hui, on est sur tout et rien. Alors, oui, les journalistes ont une part de responsabilité. Les médias traitent mal l'information parce qu'ils tendent le micro sans aucune contradiction et donc ne disent pas ce que vous dites est une connerie, parce qu'il y a beaucoup de conneries qui sont dites par les gens qui manifestent et c'est leur droit, mais c'est aussi notre droit à nous, journalistes, de dire non. En revanche, on n'a jamais autant donné la parole à ces gens-là et on n'a jamais autant, sur les plateaux de télé, je prends BFM TV, mais hier soir, la grande explication, on va c'est voir 3 heures extraordinaires sur LCI où on a débattu des problèmes. Alors justement, vous en parlez, Mathieu, si vous voulez bien, on regarde tout de suite. Alors, on a choisi 2 extraits. L'émission, donc c'était La Grande Explication, elle a été diffusée sur LCI, c'était une participation du Figaro dans l'organisation. Ça a duré 3 heures. On va vous en passer 2 extraits, forcément pas représentatifs de tout. Un petit peu caricatural, on va dire, qu'on va voir à l'instant. C'est un gilet jaune qui discute avec la secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuelle Wargon. Et vous allez voir, il est question de son salaire. Je vous ai donné mon salaire, j'aimerais connaître le vôtre, s'il vous plaît. Alors, en fait, je suis ministre depuis 6 semaines. Je n'ai pas encore eu mon premier bulletin de paye complet, donc je ne peux pas vous donner de montant global parce que juste je l'ai pas. Celui d'avant 6 semaines, dans ces cas-là. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai très fortement réduit mon salaire, très fortement, parce que j'étais dans une entreprise. Ce serait totalement indécent de m'en plaindre, je ne m'en plains pas. Mais en tout cas, je ne suis pas... S'il vous plaît. Pardon ? J'aimerais le connaître, s'il vous plaît. Le salaire d'un ministre ou d'un secrétaire d'État est autour de 7 000 euros par mois à peu près, 7 500 euros par mois. S'il vous plaît, pas celui le mien sera dans ces eaux-là, à l'euro près, je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas eu ma première... 487 euros. Mathieu Aron, votre réaction à cet extrait? Ça fait avancer le débat, c'est démago, c'est... Mais je ne sais pas quoi vous dire, parce que là, on est sur une émission qui choisit d'avoir des invités en direct, qui prend le risque qu'on connaît en direct, qui laisse s'exprimer une parole parce qu'on se dit qu'on veut comprendre de quoi il s'agit. On a un jeune homme qui visiblement a bien préparé son coup, donc il fait son petit effet médiatique, donc il veut être la vedette d'un soir. En même temps, la question qu'il pose n'est pas totalement illégitime, parce que c'est une question qui, le salaire d'un ministre, c'est une information publique. Voilà, donc ça ne me choque pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Et plus globalement, je suis un peu agacé par ces critiques perpétuelles des médias que je trouve être un peu démago. Voilà, un peu démago. Je pense que les Français, ils peuvent ou ils ne peuvent pas regarder BFM TV. Personne n'a jamais scotché quelqu'un sur son canapé et l'a forcé à regarder BFM TV. Si cette chaîne, pour parler de celle-là, mais ça peut être vrai d'une autre chaîne d'information en continu, c'est vrai de France Info, c'est vrai de plein d'autres chaînes, marche. C'est parce que les gens, ils ont envie d'avoir ce type d'information. Et je pense qu'une même personne... Ils font des records d'audience en ce moment. Voilà. Et je pense qu'une même personne peut parfaitement regarder BFM TV, le temps qu'elle souhaite, peut parfaitement aller lire après un quotidien ou aller regarder sur un site internet ou un mensuel
Et c'est le même spectateur, le même lecteur. Il ne faut pas prendre... Cette critique pour des médias, c'est un peu prendre les gens aussi pour des idiots. Les gens savent parfaitement consommer les médias aujourd'hui. Il faut arrêter avec ça, quoi. Jean-Mathieu Pernin, sur le côté aussi, effectivement, audience, c'est vrai que ça fait beaucoup d'audience. LCI hier a fait un record. 4 millions. Mais je vais vous dire pour moi, alors si on reste vraiment sur le terme de l'audience, il y a une chose moi qui m'impressionne plus que LCI, BFM ou par exemple pour ma paroisse, vraiment à France Info où ça marche sur les Gilets jaunes, c'est en ce moment ce qui se passe à Touche pas à mon poche chez Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui est une émission de divertissement, consacre toutes les fins d'émission sur les Gilets jaunes. C'est devenu le forum officiel des Gilets jaunes, à tel point que chaque soir, enfin cette semaine, il a invité 5 Gilets jaunes face à Jean-Baptiste Djebari, donc député de La République En Marche, pour leur répondre. Pendant une demi-heure, c'était comme ça. Ça veut dire que là, c'est là où ça dépasse le cadre. Alors, là, ça veut bien dire, ou pas bien? Eh ben, c'est là où on peut s'interroger aussi. C'est parce que là, LCI comme BFM comme nous, demain par exemple à France Info, nous on fait avec France Bleu, donc les locales de Radio France, on fait tout un point Gilets jaunes, mais on arrive tellement en retard par rapport à un public qui regarde aussi Cyril Hanouna, qui lui, dans une manière, alors on peut dire peut-être démagogique, je ne sais pas, s'est emparé aussi de cette affaire et s'est dit même, vous vous en souvenez, il avait même dit, je vais être le porte-parole des Gilets jaunes. Il avait été repris par Mounir Majoubi qui avait dit non, attendez, ça se passe pas comme ça. Mais c'est là où c'est étonnant, c'est qu'il y a un mélange des genres dans tous les sens du terme, au niveau information, divertissement. Et moi, c'est ça vraiment qui m'interroge par rapport à nous, médias plus traditionnels, véritablement. On regarde un deuxième extrait de l'émission d'hier soir. On va dire que l'extrait, alors là, il met en opposition la secrétaire d'État, toujours Emmanuelle Wargon, avec une jeune femme, gilet jaune également. Et c'est sur la question de est-ce qu'on peut changer de voiture sans trop de frais et avec un microcrédit. Quand il vous reste 20 €, comment voulez-vous faire un microcrédit? Je n'ai même pas de marge de manœuvre pour me dire, si j'ai une tuile, j'ai pas de marge. Donc je peux pas faire un microcrédit. Et c'est là où la problématique se pose. C'est faire de l'écologie, faire une éco-transition, faire tout ce qu'il faut pour la planète. Ok, mais quand on n'a pas les moyens et qu'on vient encore plus nous taxer avec une taxe essence qui augmente, on ne peut pas, on ne peut plus. Et si vous achetez une voiture qui consomme moins, il y a peut-être moyen de regarder comment lisser le fait que ça va vous coûter moins en essence, que ce moins en essence en consommation, parce qu'il y aura moins de litres au 100. Ça peut couvrir la mensualité du microcrédit pendant quelques temps, et après, une fois que vous avez remboursé, vous êtes juste sur le moins en essence. Donc c'est ce type d'équilibre très fin, et ça veut dire à 10 € près ou à 20 € près qu'on est peut-être en capacité de trouver avec le système bancaire, le système des associations et ce genre de choses. La marque, ça permet de faire de la pédagogie, de faire avancer un peu le débat? Elle a raison, Emmanuelle Wargon a raison, mais c'est inaudible. C'est inaudible. Totalement inaudible face à je l'ai vu cet échange, et il était poignant, et franchement, elle est mal, Emmanuelle Wargon. Elle l'a reconnue, elle est mal, des fois elle ne sait pas quoi répondre, donc elle tente, elle fait le job, et elle fait bien le job. Franchement, il fallait y aller là, face à ces gilets jaunes qui avaient tous des revendications différentes, pour prêcher la bonne parole. Ce qu'elle dit n'est pas idiot, simplement c'est totalement inintelligible, inaudible pour quelqu'un qui est à 20 € par mois près, et on ne va pas lui dire tu vas faire un calcul rationnel avec un microcrédit parce que ça va t'économiser de l'essence. Finalement, au final, tu ne peux pas savoir, mais tu vas gagner de l'argent. Enfin, non, c'est pas entendable. Rachel Bina, je vous donne la parole. D'abord, quelques commentaires ou réactions de nos internautes. Déjà sur la question, êtes-vous satisfait de la couverture médiatique du mouvement? 68% de non. C'est une question, ce n'est pas un sondage, mais vous êtes donc plus des 2 tiers estimés qu'elle n'est pas satisfaisante. Clotilde nous dit « Les journalistes courent après le buzz, mais ne travaillent pas sur le fond ». Paul, les Gilets jaunes ne reprochent pas aux médias leur traitement, mais plus globalement leur travail en général. Colère, vous êtes toujours axé sur les actions violentes alors que celles-ci ne représentent que 5% des actions des Gilets jaunes. Elle vous rejoint un peu, Rachel Bina, sur le traitement de la couverture de ce qui s'est passé samedi dernier sur les Champs-Élysées. Monsieur Babineau nous dit... J'ai perdu Monsieur Babineau. Non, il va revenir. On est un peu trop dans le sensationnel et la recherche des audiences. Anti-Mac, je trouve que la presse a bien fait son boulot, à part BFM. Alors, on a parlé de la presse, on va parler un peu des sondages aussi, parce que c'est vrai que ces derniers temps, les sondages reviennent. À chaque fois, c'est un petit peu plus de soutien au mouvement des Gilets jaunes. Je crois qu'on en est à... Alors là, c'est pas le soutien, est-ce que c'est justifié ou pas? C'est notre dernier sondage au Doxa. 84% d'entre vous estiment que c'est justifié. Le soutien, c'est 75%. Vous êtes pour ou contre les impôts? Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. Vous êtes pour ou contre la guerre? Est-ce que ce n'est pas la façon de poser la question, Mathieu, qui forcément appelle ce genre de réponse? Ça, effectivement, on le sait. Maintenant,
il y a quand même une question posée. Je suis désolé de jouer les... Est-ce que ça vous paraît justifié ou non? Bon, les gens peuvent dire non, ça ne nous paraît absolument pas justifié. C'est pas tout à fait êtes-vous contre la guerre, ou forcément on est plutôt contre, a priori. Alors après, on a vu des sondages et des études qui minoraient un certain nombre de choses. C'est-à-dire que même si un certain nombre de gens trouvent ça ou justifié ou comprennent ce mouvement, on s'aperçoit que la moitié des Français trouvent quand même que les modes d'action, et particulièrement les modes d'action violents, là, ils sont c'est très partagé, voire condamnés. Donc c'est plus nuancé que ça en a l'air. Après, ces études, avec toutes leurs limites, on l'admet, elles disent quand même quelque chose. Elles disent quelque chose. Jean-Mathieu Pernin. Totalement, mais c'est un peu le problème c'est vrai on a un petit peu l'étudiologie facile, en fait, on va dire comme ça, c'est un réflexe un peu de faire ça. Mais il est vrai que c'est là où c'est intéressant aussi à suivre ce mouvement. Pourquoi il est intéressant à suivre? Et quand on voit les commentaires, soi-disant on aurait mal fait notre travail, c'est parce que justement on ne le comprend pas. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on perd totalement nos repères. Il y a comme ça, en ce moment, on voit en France se créent des mouvements spontanés. Quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, mais on se souvient de, par exemple, Nuit debout. Alors Nuit debout qui était un côté un peu plus bobo parce que c'était qu'à Paris, mais c'était un mouvement qu'on n'avait pas vu venir aussi. Je reviens à ce que je disais. Là, on voit aussi quelque chose qui va un peu dans tous les sens. D'ailleurs, on voit à tel point qu'ils ont du mal à créer une coalition pour aller rencontrer Édouard Philippe. Et donc finalement, les Français aussi, ils sont assez curieux de ça parce que je pense qu'ils se retrouvent dans énormément de revendications des Gilets jaunes, sans forcément aller sur un rond-point, sans forcément aller sur les Champs-Élysées. Ces sondages d'adhésion massive. Rachel Binas. Mais on a aussi l'impression qu'à la fois les journalistes, du moins les journalistes parisiens, je mets la PQR de côté, et les politiques, en un sens, découvrent la Lune, pour reprendre un petit peu le titre de causeur. C'est-à-dire qu'ils découvrent en effet le français lambda, si je peux dire, le français qui ne vit pas dans des grandes métropoles et qui n'est pas le gagnant de la mondialisation heureuse, et ils découvrent une grogne. Mais en fait, cette grogne aujourd'hui, alors qui certes s'est révélée avec le prix de l'essence et qui cache, on l'a dit en fait, d'autres choses. Il y a un fil rouge, c'est celui en fait du pouvoir d'achat et d'arriver à joindre les deux bouts. C'est quelque chose qui existe depuis un certain nombre d'années. Et là, on a juste une espèce de lassitude et de cristallisation autour de ce mouvement. Mais ça, c'est le cas en fait de beaucoup de Français, ce qui explique le chiffre qu'on a vu tout à l'heure s'afficher quant au soutien, tout à fait, quant au soutien aux Gilets jaunes. Nous dites que les médias et les politiques découvrent en vérité les Gaulois réfractaires. C'est-à-dire C'est-à-dire des fois ils sont jamais d'accord, jamais contents, jamais d'accord. Ils sont jamais. Mais vous avez écouté un petit peu leur grogne. C'est-à-dire quoi? Ils sont jamais d'accord. C'est-à-dire quoi? Ils sont jamais contents. Mais la contradiction, elle est inhérente, elle est consubstantielle au mouvement. On a repris souvent, Rachel Binas, sur le côté, à la fois, on veut moins de taxes, le matraquage fiscal, et en même temps, on veut plus de services publics. On retrouve souvent. On veut plus d'hôpitaux, mais on veut des maternités dans chaque ville. Je ne vois pas du tout la contradiction. C'est-à-dire que c'est pas forcément on veut, il manque de l'argent pour justement répondre à ces différents services publics. C'est peut-être qu'en fait l'argent est mal réparti déjà. C'est pas ce qu'ils disent. Non, c'est pas ça. C'est ça aussi. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a les services publics qui c'est pas exactement ça. Ils disent qu'il n'y a pas assez de services publics. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas assez d'argent. Ils disent pas que l'argent est mal réparti. Mais ils n'ont jamais. Là, vous leur faites tenir des propos qu'ils n'ont jamais tenus. Ils sont en train de vous dire deux choses. Oui, mais vous en retenez aucun, c'est étrange. Ils vous disent deux choses. Ils vous disent, nous, on n'arrive pas à finir les fins de mois, c'est compliqué, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est une chose. Oui. Et ensuite, ils vous disent, le service public a déserté un certain nombre de territoires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a... Ce qui est vrai. Oui, merci. Oui, c'est vrai. Merci. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a peut-être pas assez d'argent pour les services publics, mais peut-être qu'il y a un problème de répartition. Peut-être qu'il y a un petit souci de répartition au sein des différents de la fonction publique, qu'elle soit territoriale, qu'elle soit hospitalière, etc. C'est ça aussi qu'ils disent. Mathieu Aron vous répond, Marc. Moi, j'ai du mal à comprendre ce qui vous permet de dire qu'un certain nombre de reporters de BFM TV découvrent la Lune. Je ne vois pas au nom de quoi vous dites ça. Est-ce que moi, le sentiment que ça me donne... J'ai parlé des journalistes de manière générale. Les journalistes parisiens, et à ma connaissance, les journalistes de BFM sont parisiens, ou les journalistes... là, on est plutôt moins des journalistes. Je n'ai pas l'impression, moi, de découvrir la Lune, du tout. Mais vous avez été surpris ou pas par ce mouvement? Pas particulièrement. Et j'ai par contre une certitude, c'est que votre journal a depuis longtemps découvert le marketing. C'est-à-dire que vous vivez sur une forme de... Vous vivez sur le fait de faire des procès à vos confrères. Vous, pas du tout. Alors mais je ne dis pas, ça. Mais là, en l'occurrence, non, c'est pas ce que je fais. J'ai pas le sentiment de faire des procès à mes confrères. J'ai l'impression qu'en revanche, vous vous situez d'un point de vue où nous aurions, nous, compris quel est le monde, et tout le reste de la presse
ne comprendraient jamais rien, Est-ce que c'est ce que j'ai dit ? découvriraient la Lune. Les J'ai journalistes dit qu'il y parisiens... avait des journalistes parisiens qui semblaient surpris que le français n'arrive pas à joindre les deux bouts et qui a tendance un petit peu à infantiliser ce mouvement. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse le procédé de causeur, non, très bien, pas le procédé de causeur. Moi, je suis pas venue pour ça, pour tout vous dire. Je trouve ça dommage et je trouve ça dommage. Vous faites un procès aux autres. C'est pas un procès. On a le droit de formuler des critiques. On a le droit de formuler des critiques. Je comprends qu'elles soient peut-être difficiles pour vous à entendre, mais je suis désolée. Il y a aujourd'hui un certain nombre de journalistes à Paris, on le sait, qui ont du mal à comprendre. Mais de quel droit dites-vous ça ? Sur quelle base ? Dans quel journalisme ? Alors, sur quelle base ? Dans quel Je ne dresse journalistique pas de liste, je suis désolée. Je suis désolée. Sur quelle base journalistique un certain nombre de journalistes. Combien ? Lesquels ? Dans quel titre ? Je suis désolée, je ne dresse pas de liste. Qui ont du mal à comprendre. Rachel, on va pas faire le procès. Ils sont assez coupés de la on était généralité sur la savoir. presse parce qu'elle est commode, parce qu'avec ça, vous Là, vous attirez un certain public. Là, vous êtes en train de vous faire un Je suis procès désolé de vous le dire. médias, pas un procès. C'est pas la question. je n'ai pas Nous, on lancé. était parti de l'idée de savoir si les médias faisaient bien leur boulot dans la couverture des Gilets jaunes. Alors, une dernière réaction là-dessus, celle de Au-delà des mers qui nous dit. Alors, il réagit à ce qui était l'extrait d'LCI. L'achat d'une voiture consommant hypothétiquement moins est hors de portée, même à crédit pour la plupart. Et 35,94, les Gilets jaunes ne sont pas réfractaires, ils sont d'accord pour payer des impôts, mais ils veulent comprendre où cela va, pourquoi et comment. Une réaction à ce commentaire, Marc ? Il a raison. Il a raison. Mais comme tout Français, il n'y a pas besoin de porter un gilet jaune pour se dire que moi je veux que mes impôts, que j'en paye beaucoup, soient bien utilisés. Franchement, à titre personnel, je vais dire non, mais je m'en fous de là où vont nos impôts. Vous avez déjà entendu un Français qui dit je paye beaucoup d'impôts, mais je me fous de savoir comment il est utilisé. Et si c'est de la gabegie, si c'est mal utilisé, c'est pas grave parce qu'on est Français. Non, évidemment, on veut que les impôts soient bien utilisés. Il y a juste une chose qu'il faut dire, qui est assez intéressante au niveau politique, excusez-moi, juste, c'est que aussi cette France qui se rassemble, là, on parle beaucoup aussi politiquement. On s'est demandé à droite, à gauche. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, on peut le voir sur l'extrême droite ou de droite extrême, mais c'est surtout une France abstentionniste. C'est là où c'est important. C'est-à-dire que cette abstention, il faut se rappeler quand même, là on l'a vu encore dans l'Essonne, il y a 70% d'abstention. Il y a eu 60% d'abstention aux dernières législatives. On se rend compte que aussi c'est une France qui ne vote plus. C'est-à-dire que voilà, elle ne se reconnaît plus. Alors, l'idée d'un référendum, soulevée par Laurent Wauquiez, avec peut-être quelques arrière-pensées. Alors, moi, je pense que ça, c'est par exemple, c'est n'importe quoi. Quelle est la question voilà. Alors, je le dis clairement, c'est n'importe quoi, parce qu'il faut bien que Laurent Wauquiez, à un moment, dise quelque chose. Est-ce que vous êtes pour ou contre les impôts ? Voilà. Non, mais attendez, ça, c'est sûr qu'à un moment, moi, je vais vous donner le résultat. Hein, ça va faire 99% contre les impôts. Voilà, c'est forcément. Mais comme certaines personnes disent, il faut dissoudre l'Assemblée nationale, il faut qu'Emmanuel Macron. A priori, c'était plus anglais sur la transition écologique. Doit-on. Non, mais c'est absurde. C'est absurde parce que Laurent Wauquiez a besoin d'exister. Voilà, c'est comme ça. Bon, voilà, il sort un petit truc, il regarde aujourd'hui son fil Twitter, il regarde qu'est-ce qui est polémique et il va faire. Voilà, c'est-à-dire qu'on a eu, après l'eugénisme, maintenant on a le référendum, après demain, je ne sais pas ce qu'il y aura, mais on est un petit peu là-dessus et c'est totalement inaudible. Alors, c'est même pas repris par les Gilets jaunes. Peut-être de suivisme, enfin je ne qualifierais pas, mais les artistes, à commencer par Brigitte Bardot, qui met un gilet jaune, y compris à son chien. On est dans l'opportunisme, l'anecdotique. Ah, je l'avais pas vu. Non, mais alors, c'est assez. Elle nous fait du Trump. Je dirais, si je peux me permettre, en fait, c'est assez marrant quand vous voyez les artistes qui sont pour ça. Oui, il y a eu Franck Dubosc. Patrick Sébastien, des gens comme ça. C'est-à-dire que ce sont des gens, quand vous vous intéressez un petit peu à la culture, qui sont considérés comme artistes populaires. Patrick Sébastien, la culture. Oui, bien sûr. Bah, écoutez, il y a de tout, hein, vous savez, à un moment, il faut jamais... C'est un grand mot. Pas d'élitisme. C'est un grand mot. Vous savez, très parisien. Non, mais alors attendez, je suis parisien, je suis pas parisien, alors je sais plus, en fait, là, à un moment, les catégories. Donc, le truc, c'est qu'à un moment, voilà, et aujourd'hui, on voit ces artistes populaires. Alors, après, pour moi, le plus grand opportuniste, aujourd'hui, c'est Michel Polnareff, dans Le Parisien, qui nous dit « Je suis pour les Gilets jaunes depuis une suite de Las Vegas ». Là, c'est quand même génial, quoi. Mot de la fin sur ce sujet, on est d'accord ou pas d'ailleurs, mais on continue. On va parler un peu de ces plateformes Uber, Deliveroo, et en l'espèce c'est Take It Easy. Alors Marc, c'est vous qui avez attiré mon attention ce matin sur ce sujet. Sur le trottoir, une décision de la Cour de cassation, je ne précise pas qu'on était sur le trottoir parce qu'il y a eu une alarme incendie au Figaro. Une décision de la Cour de cassation concernant... Pas tous à la fois. Alors, je reprends le sujet. C'était une décision de la Cour de cassation tombée hier soir. Tout à fait. Qui concerne une société de livraison de repas qui s'appelait parce qu'elle est en liquidation, qui s'appelle Take It Easy. Et vous avez été très convaincant parce que vous m'avez dit c'est hyper important. Alors, je résume encore une fois la décision. Elle concerne cette société et ses coursiers, un coursier disait il avait été obligé de prendre le statut d'auto-entrepreneur. Il a dit moi je veux un vrai contrat de travail. Et la Cour de cassation lui a donné gain de cause en disant il y a bien un lien de subordination entre vous et la plateforme,
parce que vous êtes notamment géolocalisé par elle. Il faut donc, vous avez raison, un contrat. C'est une décision qui est susceptible de faire jurisprudence. Elle est bonne, elle est mauvaise? En tout cas, c'est la première. Je ne suis personne, et en tout cas pas juriste, pour pouvoir dire c'est une bonne ou une mauvaise décision. C'est la première en France, il y en a déjà eu en Grande-Bretagne. Il y a eu en Californie, qui est quand même l'endroit où les plateformes sont nées pour Uber, il y a eu une transaction qui a été faite entre l'entreprise Uber et des chauffeurs qui voulaient avoir leur contrat de travail, enfin leur contrat, c'est pas un contrat de travail, leur contrat qui soit requalifié. Uber a payé, aujourd'hui c'est reparti en procédure judiciaire, mais peu importe. C'est la première décision en France. Elle dit quoi cette décision? Elle dit ce que l'URSSAF dit depuis maintenant 3 ans, c'est que les travailleurs, je dis bien des travailleurs, qui ont une dépendance économique vis-à-vis de ces plateformes doivent voir leur contrat requalifié en contrat de travail. Et les entreprises qui les emploient, aujourd'hui sous format sous statut auto-entrepreneur, demain sous format salariat, doivent payer des cotisations salariales, doivent avoir un statut de prévoyance, etc., etc., etc. Ce qui remettrait totalement en cause le modèle économique même de l'ensemble de ces plateformes. Alors, ça va durer longtemps. Aujourd'hui, la Cour de cassation ne dit pas qu'il faut requalifier le contrat de travail. Elle renvoie à la Cour d'appel, qui s'était jugée incompétente pour juger ce litige, dit non, vous êtes compétente pour juger. Et moi, je pense qu'il y a matière à imaginer une requalification en contrat de travail. Ça ne veut pas dire qu'in fine, c'est ce qui arrivera. En tout cas, c'est une première pierre, c'est une brèche dans un modèle économique qui ne vit que grâce au fait que ce ne sont pas des salariés, mais ce sont des travailleurs indépendants en France sous statut auto-entrepreneur. Alors justement, on va écouter le patron à l'époque de Take It Easy, M. Hugues Decaux. Il expliquait pourquoi il voulait de la flexibilité. L'avantage d'avoir, je dirais, recours à des auto-entrepreneurs, donc les livreurs sont auto-entrepreneurs, c'est d'avoir une certaine flexibilité dans la croissance qu'on a eue et qu'on a connue. Il est beaucoup plus facile d'embarquer des livreurs indépendants que d'embaucher des employés au fur et à mesure. Alors, vous l'avez noté, c'est le directeur de Deliveroo, non pas de Take It Easy, comme je le disais. Rachel, on a tous, je l'imagine, autour de cette table, fait appel à ces plateformes, que ce soit pour Uber, pour les repas servis à domicile. C'est bien pratique. On serait prêt à payer plus cher pour que les travailleurs soient mieux payés? Et en tout cas, un contrat est donc effectivement mieux protégé, mieux payé? Je pense, j'espère, mais quelque part, la question, elle est ailleurs. Elle est, est-ce qu'on va avoir le choix? Alors, mon collègue à droite disait que ça va aller prendre un petit peu de temps. Il est mieux placé que moi, je ne sais pas exactement. Je suppose le temps que ce soit renvoyé à la cour d'appel, que la chose se généralise, etc. Il faut garder le choix ou pas? Il faut que tous les modèles coexistent A priori, je pense que si ensuite la décision vient, alors ça sera l'affaire sûrement peut-être de plusieurs mois ou de plusieurs années, avant que tous ces contrats soient requalifiés. C'est-à-dire pour le moment, je crois qu'ils dépendent ce sont des contrats commerciaux, ils vont dépendre du droit du travail, du droit travail commun. Et puis donc petit à petit, il va y avoir cette transformation, ce passage du statut d'auto-entrepreneur vers celui de salarié. Et quelque part, tant mieux pour eux, tant mieux parce que c'est un statut quand même qui est extrêmement particulier, qui donne droit à très très peu d'avantages pour le salarié en tant que tel. On comprend les bénéfices que peuvent tirer les entreprises, mais la couverture sociale est extrêmement faible. On cotise très peu au chômage ou pas, la retraite, etc. Pas du tout. Et à la retraite, très très peu, il faut gagner énormément. Donc tant mieux en tout cas pour les salariés. Si ça oblige le consommateur à mettre un petit peu plus la main à la poche, écoutez, c'est difficile de s'en plaindre. Alors, moi, je trouve que la question que vous avez posée, elle est assez bonne, parce que c'est vrai que moi, je me souviens du conflit entre les chauffeurs de taxi et Uber. Vous vous en souvenez? C'était il y a 2 ans. Et c'est vrai que tout le monde disait « Ah, mais c'est scandaleux, les taxis ». Et après, en effet, on partait en appuyant sur l'appli Uber. Bon, on n'est pas une contradiction près non plus. Mais moi, je trouve ça, enfin, voilà, je dirais, c'est parce que ces statuts sont d'une hallucinante précarité. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Et moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que sous le vernis de modernité, qui est une application sur nos téléphones portables, on retrouve derrière une vieille lutte des classes, en fait, tout simplement, qui est que l'exploiteur. Et c'est vrai que là, quand on voit là sur vos images quelqu'un qui vous livre à vélo, on en a vu, notamment sur les accidents. Mais rappelez-vous quand même, sur Uber, me semble-t-il, il y avait aussi des chauffeurs qui disaient « Bah ouais, mais moi, j'ai pas envie que ça soit plus réglementé tout ça, parce que j'ai un boulot au moins, et que si on serre la vis, sans doute qu'on sera moins nombreux, on pourra moins travailler, et que du coup, le boulot, je le perdrai. » Bien sûr. C'était un vrai argument aussi. C'est un argument total, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on se dit,
avec un peu plus de sécurité, on se dit quand même que ces gens dans la précarité peuvent au moins avoir ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte, c'est vrai que c'est tellement pratique. C'est vraiment, je vous rappelle que Uber, ça vient de la création en fait, des gens d'Uber parce qu'ils ne trouvaient pas de taxi chez nous à Paris. Et donc on arrive Uber, il y en a partout tout le temps. C'est super. Comme être livré, là on peut sur le plateau appeler en effet un livreur et il vient avec un chili con carne, on sera ravis. Mais après, on ne se rend pas compte de combien ça coûte et surtout que c'est très très peu payé. Quoi. Et c'est pour ça qu'enfin finalement, on pourrait avoir un statut. Le chili con carne à 17h et des poussières, Mathieu. C'est-à-dire que c'est que le début de quelque chose, parce qu'il y a un autre procès qui va intervenir d'ici peu devant les prud'hommes à Paris, où là, il y a 9 ou 10 chauffeurs de taxi Uber qui vont passer pour demander à ce que leur contrat soit requalifié justement en contrat de travail. Donc c'est le début d'une longue, d'ailleurs ça a déjà démarré parce qu'il y a déjà eu des décisions, bon bref, il y a toute une jurisprudence qui va s'installer. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde cette décision de la Cour de cassation et quand on voit un petit peu avec les juristes, en fait la question que ça pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un contrat de travail ? Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de travail par rapport à un autre type de contrat ? Il peut y avoir des échanges commerciaux, c'est-à-dire qu'effectivement, je peux moi vous proposer un service que je vous facture, et puis vous acceptez ou vous acceptez pas, et puis comme ça on fait affaire. Ça, c'est le premier cas de figure. Et puis, il y a ce qu'on appelle un contrat de travail. Pour qu'il y ait contrat de travail, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies. Et une en particulier qu'on connaît mal, qui est effectivement le lien de subordination. C'est-à-dire que... Économique, tout à fait, économique. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui peut vous donner une direction vers où aller, qui peut éventuellement vérifier ce que vous faites, donc vous contrôlez, vous dirigez, vous contrôlez et éventuellement vous sanctionnez si vous ne faites pas au travail. Et là, ce qui est intéressant dans la décision de la Cour de cassation, c'est qu'on a considéré que dans un certain nombre de cas, eh bien on avait ça. On avait ça comment ? Par exemple, on pouvait contrôler les gens parce qu'on pouvait les géolocaliser. Donc on savait à un moment ou à un autre où ils étaient. Et on pouvait aussi quelque part... C'est surtout la sanction. Et surtout les sanctionner aussi. Les sanctionner comment ? Eh bien, alors il y a plusieurs façons. On s'est aperçu que comme ces chauffeurs sont notés, c'est un type de sanction. Où on se rend compte aussi qu'en fonction de l'heure du jour, de pointe ou pas de pointe, ils sont envoyés vers tel ou tel endroit et que donc on peut établir des différences entre eux et mettre des barèmes. Donc tout ça, effectivement, on considère qu'on est dans le cadre éventuellement d'un contrat de travail. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait réfléchir à ce que c'est qu'un contrat de travail. Ça a évolué par rapport à cette époque-là. Parce que Uber, ça existe depuis combien de temps ? 10 ans. En France, ça fait 5 ans. Mais 5 ans pour arriver quand même à une décision qui n'en est pas vraiment une, puisqu'on repart dans le... Oui, puis qui, en vérité, la décision, plus que sur ce cas en particulier, c'est sur ce qu'elle implique. Et en l'occurrence, les conditions aujourd'hui d'emploi de ces personnes indépendante sous statut d'entrepreneur a évolué par rapport à l'époque de Take It Easy qui est en liquidation. Aujourd'hui, les auto-entrepreneurs qui travaillent pour Uber ou pour Deliveroo, généralement, sont connectés à 2 ou 3 plateformes en même temps. Donc vous n'avez plus le même lien de subordination économique exclusif avec une plateforme, vous en avez avec 2 ou 3. Et vous avez Uber qui aujourd'hui, pour fidéliser des chauffeurs, parce qu'il y a une fuite vers la concurrence, vers chauffeur Marcel, chauffeur privé, ou vers même des chauffeurs de taxi qui se déconnectaient de G7 pour devenir auto-entrepreneurs et faire du Uber à un certain moment. Vous avez une véritable course, une véritable concurrence pour fidéliser des chauffeurs. Et là, comment vous les fidélisez ? En leur offrant éventuellement des rémunérations supplémentaires avec un pourcentage qui est plus important que celui que vous accordiez avant, en offrant par exemple également des conventions santé et prévoyance en cas d'accident, en cas d'hospitalisation. Vous faites en sorte que le chauffeur, il va plutôt se connecter à vous plutôt que de se connecter à votre concurrent. Et ça, c'est une logique qui est totalement différente de celle qu'on avait à l'époque et qui a conduit à ce jugement de la Cour de cassation hier en disant qu'il y avait effectivement un lien de subordination exclusif qui fait que c'était un salarié et pas un auto-entrepreneur indépendant. Alors, la question... On peut réfléchir sur ce que c'est que le travail, ce que sont les relations entre les individus, c'est absolument passionnant. La question posée, quand vous posez, selon vous, les modèles portés par Uber et Deliveroo sont-ils dépassés ? Vous êtes 61% à estimer que non, ils ne le sont